Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a une chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango. Site site Malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso poto koyoka masolo kitoko, okolanda masolo kitoko, ba émission kitoko, ya bino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma souci banine. Donc site na bino yango. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu désormais régi par le même loi que les autres indigènes de la colonie. Ces Hutus et Tutsis se retrouvent dans tous les organes de l'administration coutumière et administrative du Congo belge au Kivu. Entre-temps, à Kigali, le clergé et de nombreux scientifiques redessinent l'occupation du peuple, suggérant que le Tutsi arrivé dans la région de Grand Lac du XVIIe siècle serait des citoyens moins légitimes que leurs compatriotes Hutus. Et les 10 années qui précèdent les indépendances du Congo vont exacerber ces clivages. Le pouvoir colonisateur tente de garder la main sur son pouvoir en mettant en avant la classe Hutu longuement opprimée comme un miroir qui correspond étrangement à la fissure linguistique de la Belgique, l'ancienne métropole pour des raisons comparables. Le pouvoir colonisateur a donc été l'instigateur du clivage Hutu et Tutsi, classant les gens selon leur carte d'identité sans imaginer ce qui arriverait plus tard, quand les indépendances du Congo de 1960 imperméabiliseront les frontières et tariront de flux migratoires qui avaient leur sens. Pendant 25 ans, de 1966 à 1991, Mobutu fait diriger les provinces, en particulier la province de Nord Kivu, par les non-originaires. Pratiquant ainsi une sorte de brassage permanent, il ne prend jamais à la tête de la province des leaders locaux, afin de ne pas les promouvoir dans les régions d'origine et les empêcher d'y organiser leur réseau. Au Kivu, par exemple, il aime placer à la tête de la province de Banyarwanda, des gens qu'il est certain de tenir dans sa main et qu'il peut contrôler. C'est à partir de 1991, dans le contexte de la perestroïka et du démantèlement de l'URSS, qu'il oriente le pays vers le multipartisme. Et c'est à partir de cette époque, et parce que les leaders locaux, soutenus par la population, dirigent les contestations contre son pouvoir, qu'il est obligé de choisir de nouveaux dirigeants politiques parmi les originaires de provinces qu'ils vont gouverner. Les nouvelles élites, avec la balle tacite du président de la République, développent rapidement un tribalisme revanchard pour accaparer les biens de leurs prédécesseurs. Et le drame de la province de Kivu, c'est nous sur cette ambiguïté. Car si Mobutu, qui se prétend démocrate, ne cède pas un iota de son emprise sur les communautés locales, ces dignitaires non plus ne veulent pas renoncer à leur prébende. Mais finalement, quand ils sont contraints de céder leur poste, ils manœuvrent à travers le réseau qu'ils ont réussi à mettre en place pour continuer de tirer profit du chaos et de s'enrichir. Le pillage de Goma et de Butembo en 1991 par les militaires de Mobutu. Le tracasserie et extorsion sur les populations locales.
le trafic illégal d'or, des diamants, des colombo-tantalites, les braconnages de Pointe d'Ivoire sont autant de preuves de cette déliquescence. En 1993, Mobutu militarise la région, encourageant les civils Koundé et Nyanga au massacre des Hutus et des Tutsis, dans le but de les chasser et d'accaparer leurs richesses. Juin 1994, la France, qui soutenait le régime d'Abiyarimana, déploie à Goma, ville frontalier avec le Rwanda, une force de 2500 hommes. Il crée un couloir pour l'armée Hutu qui bat en retraite avec un grand nombre de génocidaires. C'est l'opération turquoise. En permettant aux Français d'utiliser les Kivu comme base arrière, Mobutu savait qu'il y aurait un exode massif de populations rwandaises dont les génocidaires se alliés de Hutu Power vers le Zaïre, et précisément la région de Grand Lac. 14 juillet 1994, Paul Kagame, à la tête du APR, s'empare de Kigali et du pouvoir, ce qui met fin définitivement au génocide. Alors que les accords d'Arusha, conclus en août 1993, prévoyaient équitablement un partage équitable de pouvoir entre diverses factions rwandaises. Hélas, car désormais le vainqueur Paul Kagame est en position de force. Bonjour. Bonjour. Je vous attendais. Merci. Installez-vous. Je vous écoute. Je m'appelle Justin. Ma mère et ma soeur sont mortes au Zaïre. Et mon père est mort. Il ne sait pas que je suis encore en vie. Je n'ai plus de nationalité. Je n'ai jamais eu de carte d'identité. Sans matricule, sans salaire, je n'existe que pour le commandant que je sers. Je suis Kadogo comme on désigne ici les enfants soldats. Mais hélas, je ne suis plus un enfant. Ma compagne aujourd'hui est une vieille mitraille que j'ai récupérée des mains des Interamwe, abattue à Gitarama. Sans cette arme, je serais mort depuis longtemps. J'ai été enrôlé des forces et dans des circonstances, alors que ma mère a été tuée devant moi, dans un pays où plus rien n'existait en dehors des gens qui portent l'uniforme, où il n'y avait plus d'école. Des hommes revêtus dans l'uniforme de l'armée m'ont amené. Qui sont-ils? Qui combattons-nous? Dans le village, on traite les Interamwe. On entre dans des cases à la recherche des hommes et des fusils. En question des femmes. Quelles sont-elles? On tire. Allô? Appuyez à droite, gauche, appuyez à gauche. À quand remonte le début de cette barbarie? Il y a une semaine? Un mois? 2? La première fois, nos chefs nous ont assemblés tous les nouveaux enfants soldats. Ils nous ont alignés devant les villageois, nos victimes. Je pointais péniblement mon arme sur une femme qui refusait de parler.
Je ne voulais pas commettre un crime. Mais nos chefs se sont mis à tirer sur nous, à nous menacer. J'ai senti le canon de la calage de mon chef dans mes reins. Tu l'as fait? J'ai compris que je n'aurais la vie sauf qu'en tuant. Tu l'as fait? Je ne pouvais pas hésiter pendant longtemps. Tu l'as fait? J'ai tiré. La femme s'est effondrée. J'ai vu le sang de mon acte couler par terre, maculer le sol. Être obligé de tuer les autres, c'est la torture la plus terrible, le pire asservissement. Mais le seul salut pour un enfant soldat sans papier et sans famille. Et depuis, j'ai récupéré un homme. Celui de ma famille, des miens, de mes semblables. À présent, je suis Justin Kadogo. Comme les autres de mon âge, je dois obéir à la consigne. Ne pas laisser des traces. Alors, on brûle tout. J'ai appris à construire un bûcher. Et quand il n'y a pas de bois, on jette les morts dans l'eau. Pourquoi? Il coule. Il coule dans des eaux brunes de la rivière, qui sont ici des cimetières, des fosses communes, des nécropoles boueuses. J'ai appris à ouvrir des cadavres pour extraire les cœurs et les poumons. Pourquoi en fait? Pour que les morts flottent. J'ai appris que les hommes sont des nyamas, de la viande. Pour les Interam, visiblement, la vie ne compte pas, ou plus, ou elle n'a pas de prix. Peut-être que cela revient-il au même. J'ai appris beaucoup, mais je ne sais plus grand-chose. Si le bien et le mal ont encore une signification, qui dirige qui se venge, de qui, de quoi, pourquoi? Tout ce que je sais, c'est que mon arme me met du côté du plus fort, du côté des vainqueurs. Mais vaincre, pour qui, à quel prix? Il y a 1 an et 3 mois, nous sommes partis de Goma à l'aube. Ma mère, ma soeur et moi, dans un pick-up pour nous rendre au marché d'Entoto. Maman devait acheter de la viande pour sa charcuterie. La Jeep dépassait la rangée d'eucalyptus que clôturait la ferme d'Osso quand maman s'est retournée vers nous. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Une lettre de papa. C'était la première en 6 mois. Notre père était en Chine. Il disait qu'il allait bien même si les conditions de vie n'étaient pas bonnes. Son logement était trop petit, la nourriture maigre, le climat rude et l'entraînement rigoureux. Il avait perdu 6 kilos, mais nous étions rassurés. Maman avait déjà marchandé 2 belles bêtes. Une vache-pie avec des grandes cornes et un zébu. Elle venait de payer et parlait avec le bouvier quand... Oh, c'était la panique. C'était la panique. Les gens se marchaient les uns sur les autres. Et dans cette bousculade, je m'accrochais pour ne pas me faire emporter. Puis... Maman est tombée, couchée par terre, ses vêtements tachés de sang. Elle ne bougeait plus. Ma soeur a hurlé avant de se laisser tomber à genoux sur la poitrine de maman pour tenter de la réveiller. Elle a levé vers moi son minuscule visage en larmes. Son regard me suppliait.
Je suis resté là. Après, je sais combien de temps, un groupe d'hommes s'est approché. C'était les Banyarwanda. Ils m'ont certainement pris pour un de leurs enfants à cause de mon physique. Miraculeux survivant de ce massacre, ils voulaient m'arracher à ma famille morte. Mais je ne pouvais que les suivre. Je n'avais plus rien au monde qu'un père perdu quelque part en Chine. Les Banyarwanda m'ont pris par le bras et on est parti. Après, nous avons rejoint un contingent armé bien organisé. Nous étions 2 enfants. Les adultes qui venaient de revêtir l'uniforme de la nouvelle armée patriotique rwandaise nous ont jetés dans l'eau. L'autre garçon est mort, noyé. C'est comme ça que les Mounene testent les enfants. Devient Kadogo, celui qui survit, qui est capable de les suivre. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'avais appris à nager dans le lac Kivu. Voilà pourquoi je suis devenu Kadogo. Chaque jour est un calvaire. Je découvre sans pouvoir le nommer le génocide. Tous les jours, je vois des morts. Tous les jours, je ramasse des cadavres dans une odeur de décomposition qui imprègne tout, jusque dans mon propre corps. Et la nuit, quand je me réveille, c'est elle que je sens, la mort. Dans ce paysage décimé, les quelques rares enfants restés en vie se taisent, hagards. Avant, j'avais cru qu'on leur avait arraché la langue. Mais quand je vois la souffrance dans leurs yeux, j'ose me demander si la mort ne serait pas moins pénible pour eux. Alors, je ne les regarde plus. Ma mère et ma sœur ont eu de la chance. Elles sont mortes d'une balle. Ceux qui meurent par balle sont rares. Certains payent pour mourir d'une balle. Oui, une balle plutôt qu'une machette. Cela fait des mois que cela dure et je me dis que ce massacre ne s'épuisera jamais. Mais comment et pourquoi cela s'arrêterait-il maintenant? Comment et pourquoi cela s'arrêterait-il autrement? Je suis encore en vie, mais au moindre faux pas, on ne me fera pas de cadeau. Personne ne fait jamais de cadeau, quel que soit son bord. De qui avoir peur? De ce que je traque, qui ont laissé derrière eux un carnage innommable? Ou de ce que je suis, qui m'utilisent, m'useront jusqu'à la corde et me tueront si je deviens inutile? Qui sont mes ennemis? Ai-je des amis? Les Rwandais de l'APR ne font pas de cadeaux. Ils n'en ont pas fait, ils n'en feront jamais. Leurs frères ont subi le génocide et l'heure de la vengeance a sonné. Ils semblent ne jamais douter. Ils semblent presque enthousiastes. Bien décidés en tout cas, comme si on pouvait réparer ça. Tous ces morts, des paysans, des gens normaux, des personnes bien habillées qui avaient l'air bien instruites, des grands minces, aux nez étroits. Ceux qui n'avaient pas leur carte d'identité pour prouver qu'ils ne sont pas Tutsis. Comme moi. Je suis grand et mince. Je ressemble au Tutsi. Y serais-je mort si j'avais vécu dans ce village moi aussi? Certainement. Je ne suis pas Tutsi. Maman et ma soeur n'étaient pas Tutsi. Papa n'est pas Tutsi. Je suis un mouchi du clan de mon père. Mon nez est comme celui de papa, comme celui de sa mère. Ma grand-mère, qui, elle, était Tutsi. Oui, et alors? Mais comment cette vieille dame, aux dents saillantes et aux hanches pleines, celle qui cuisinait les meilleurs mouchons du monde, pourrait-elle être la cause de tout mon malheur? Je ressemble à un Tutsi, et alors? J'ai vécu 12 ans sans le savoir. Mais quelle importance? Quelle importance? Ma physionomie, je la dois à qui? À mes parents? À mes gènes? À la viande que me cuisinait maman? Aux entraînements physiques au collège Al-Fadjiri à Bukavu? Je suis ce que je suis et je n'y peux rien si je ne dénote pas aujourd'hui dans ce bataillon Banyamulenge. En fait, je ne sais pas ce que c'est qu'être Tutsi. Est-ce une insulte ou une provocation?
à Bukavu. On ne s'occupait pas de ça. On ne m'a jamais traité de Tutsi. Mais papa, par contre, ça lui est déjà arrivé. C'est après ça que tout a changé. Je suis né zaïrois et certains jours, je me dis que j'ai de la chance. Il y a chez nous une centaine de groupes ethniques et de langues tellement que nous sommes obligés de nous mélanger. Les brassages sont permanents, naturels. Mais pas au Rwanda. Pas au Rwanda. Le problème chez nos voisins, c'est la petitesse du territoire que deux peuples, les Hutus et les Tutsis, doivent se partager. Sans compter les toits, ces pygmées largement décimés par les deux peuples dominants. C'est facile de se disputer quand on n'est que 2 ou 3. On peut facilement détecter un ennemi. Piu, piu, mama wangu anakufa. Piu, 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 mama wangu anaenda. Piu, anaenda Sanyama. Piu, inabakia mie peke. Je marche et je pense à tout ça. Mais je pense en rond. Je ne sais pas qui je suis, où je suis. J'étais Justin, un jeune collégien zaïrois heureux dans sa famille. J'ai tout perdu. Je suis devenu Justin Kadogo. Je marche au Rwanda avec des Tutsis qui m'ont amené par erreur parce que je leur ressemble physiquement. Je suis là par hasard, heureusement, du côté des vainqueurs. J'ai appris qu'il fallait tuer. Je l'ai fait. Je le ferai encore. Pas de choix. Pour tuer l'ennemi. C'est à cause de qui tout a commencé. Pour ne pas être tué par l'ennemi. Pour ne pas être tué par mes chefs. Est-ce que je participe moi aussi au génocide? Et le soir, comme encore fatigué, me permet de faire ma dernière prière avant de m'abattre dans un sombre sommeil. Je remercie mes parents. Je remercie ma mère, mon oncle Émile, pour leur amour et leur affection. C'est à vous que je voudrais ressembler. Mais reconnaîtriez-vous le gentil Justin? Et seriez-vous fiers du soldat endurant que je suis devenu?
le maréchal Mobutu avait prononcé son fameux discours, celui par lequel il annonçait mettre fin au parti unique. C'était l'année de ma deuxième année CO au collège Alpha Djiri à Bukavu. 4 ans déjà. 4 ans de cela. 4 ans? 4 ans? Oui, 4 ans. 4 ans et je ne suis plus le même. La situation politique n'était plus bonne. Mobutu avait nommé un nouveau gouverneur de la région. Mais qui avait compris cela comme étant sa volonté de s'agripper au pouvoir? Car il avait organisé des consultations populaires à travers toute la République. Au cours des rencontres qui s'étaient tenues au collège Alpha Djiri, les Bukaviens s'étaient adressés à lui avec témérité. Ils avaient fait leur devoir. Estimé avoir été entendu et s'attendait qu'en toute logique, Mobutu annonce son départ du pouvoir. Nous étions tous réunis dans notre petit salon. Chacun retenait son souffle. Que va devenir notre Zaïre dans cette mondialisation naissante? Le monde bascule. Le mur de Berlin fissuré. La Yougoslavie balkanisée. L'Union soviétique éclatée en un chapelet des petites républiques. Et en Afrique du Sud, des clercs libèrent Mandela. Le monde bascule. Que va devenir notre Zaïre? Alors que papa répétait le monde bascule, je me rendais de plus en plus compte que c'est notre vie. C'est ma vie qui allait basculer. Mais comment le concevoir à cet âge? En demandant juste de quel côté, dans quel sens. Très chers compatriotes, nous voici pour la 3e fois au rendez-vous de l'histoire. La première fois, ce fut en ce beau jour du 30 juin 1960, dans l'allégresse générale. Maman regardait papa qui, penché en avant, ses coudes sur ses genoux, gardait sa bouche ouverte, comme pour avaler le moindre mot, la moindre phrase, même le petit moment de silence. Alors, je me suis décidé moi aussi à suivre attentivement. Alors, je comprenais tous les mots, je comprenais toutes les phrases, je comprenais même les virgules. Je comprenais aussi que nous vivions un moment historique. Nous vivions en direct le 3e rendez-vous de l'histoire. Après une présence de près de 25 ans à la tête du pays, et face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai pensé qu'il était temps de recueillir les avis du peuple zaïrois afin de dégager les lignes directrices susceptibles d'orienter nos choix politiques. Quelque chose devait m'échapper. Alors que le maréchal parlait de l'attention qu'il accordait aux interrogations, aux inquiétudes de la grande majorité silencieuse, parole qui me semblait de bon augure, le visage de mon père s'assombrissait. Il moulinait les mains. Oh, j'étais déçu. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Ah! On te le demande. Que devient le chef dans tout ça? Parle, je t'écoute. À cet égard, permettez-moi de relever en premier lieu une constatation. Le peuple zaïrois s'est clairement prononcé sur ma personne et a demandé que je continue de présider pour destinée de notre pays.
pour cette expression incontestable de confiance renouvelée. Dans le nouveau paysage politique zaïrois, quel sera le nouveau rôle du chef? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Il se craponne au pouvoir. Il se craponne au pouvoir. Mobutu nous a menti. Il nous a menti. Il doit quitter le pouvoir. Nous devons chasser le pouvoir. Mais un bon révolutionnaire doit avoir un plan pour chasser le pouvoir en place. Il me faut des armes et des alliés. Il me faut de la reconnaissance internationale. Avec quelle allégeance partiras-tu? L'ambassade de Chine m'a donné une bourse. Quoi? Pourquoi tu m'as donné? Pourquoi? Je suis ta femme, je dois le savoir. C'est un projet que je tiens depuis longtemps et tu le sais. Je ne sais pas. C'est comme si tu le savais, tu le savais. Comment faire la différence entre tes rêves et tes réalités? Comment? Je te le dis pourtant. Non! Comme si je pouvais tout deviner. Ça fait combien de temps que tu as pris cette décision? Prouve-toi, vrai. Et combien de temps seras-tu absent? Je ne traîne pas. C'est 2 ans. Quoi? Il aura beaucoup pouvoir. 2 ans! C'est beaucoup trop. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? J'ai pris toutes les dispositions. J'ai commandé du matériel pour ton atelier de charcuterie. Je m'en fous du matériel. Je vais gêner mon mari, un père pour mes enfants. Que dira Emile qui a tant fait pour nous? Si tu ne reviens pas vivant, c'est lui qui va s'occuper de l'éducation de nos enfants. Tu dois les consulter. Tu dois les consulter. Calme-toi, calme-toi. Tu vas te calmer. Pourquoi c'est ma mingi à ça takou? Si Balaou, j'ai déjà vu ton frère. Je suis sûr qu'il n'a toujours pas réglé de ton départ. Romain, il me comprend. Il sait que je suis plus utile de la banque ici. C'est Renoir à sécurité pendant ton absence. Je vais vous installer à Goma. Ici, c'est trop risqué. As-tu pensé aux enfants, aux représailles? Vous n'êtes pas plus en sécurité ici avec moi que sans moi. Mais pourquoi la Chine? Pourquoi pas la Belgique? Le consulat de la Belgique à Bukavu est fermé. Tu sais les Belges comment ils sont peureux. Quand ça commence à crépiter les balles, pouf, pouf, ils s'enfuient. Les visas sont compliqués à obtenir. Les Chinois te laisseront tomber. Ils te laisseront tomber. C'est possible. Mais pour le moment, le plus important, c'est de chasser Mobutu du pouvoir. Et toi, tu le pourras. Laissez-moi essayer. Tu pourras. Laissez-moi essayer. C'est maintenant ou jamais. Je vais vous installer à Goma. Nous encerclons un hôpital. C'est celui de l'Émirat. L'Émirat est une base idéale où tous ces leaders de ce grand mouvement de libération qui s'organise se rassemblent. Alors, voici qu'arrivent des délégations du Zaïre, de France, de Belgique et même d'Afrique du Sud. Plus d'une dizaine de prétendants, hommes politiques, leaders de la société civile, autres opportunistes, des opposants au régime du maréchal, comme le fameux Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tous unanimes, unis pour chasser le dictateur. C'est exactement l'objectif qu'avait mon père quand il est allé se former en Chine. Et s'il était là,
parmi ces révolutionnaires désirant incarner le changement. Connaissez-vous Anselme Massassou? Anselme Massassou, évidemment, petit, il est ici pour la simple et bonne raison que demain il signera les accords de l'Emena. Oh, papa, oh, mon père est là. Oh, papa. Oh, papa. On ne peut pas aller en Chine pour rien. Oh, papa, tant de chemin. Depuis que tu nous as quittés à Goma, et te voilà aujourd'hui héros. J'ose imaginer le travail. J'ose imaginer le travail qu'a été le tien pour en arriver là. Mais toi, que sais-tu de nous? Je lui raconte comment maman est morte devant mes yeux. Comment ma soeur, sa fille, pleurait quand elle aussi. Papa, tu n'étais pas là. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Justin, j'entends ces pleurs-là toutes les nuits. Vas-tu me comprendre? J'arrivais à la fin de ma formation en génie militaire. Les phases les ont mises dans la même fosse que les Banyarwanda. Ce sont ces Banyarwanda que tu as amenés ici? Oui. Ils t'ont bien aidé? Comme tu le vois, papa, je suis en vie. Fais-moi confiance, Justin. Je nous vengerai. Quoi? T'es vengé? De qui? De Rwandais? Mais t'apprêtes-tu pas à signer les accords avec eux? On n'a pas le choix, Justin. Les Rwandais sont nos alliés. Papa, tu ne demandes même pas comment ils sont morts. Le commandant de Chia ne veut pas que je rentre à la fin de ma formation. Si je le faisais, je perdais tout. Et nous, papa? Ne nous as-tu pas perdus? Personne n'allait payer le billet d'avion. Le prix d'un billet d'avion contre la vie de Dieu. Tu critiquais tout le temps, Mobutu, papa. Tout le temps. C'était tes ambitions, avoir des enfants. Tu es content? Justin. Perdre sa femme et sa fille. Quel père peut supporter cela? Tu as pris ce risque-là, papa. Le pire, c'était de ne pas savoir où tu étais, toi, mon fils. C'est faux. Tu dis ça parce que je suis là devant toi. Je dis ça parce que j'ai toujours eu à moi cet espoir, celui de te retrouver. Ne me condamne pas, Justin. Ne me condamne pas. Je n'étais peut-être pas le meilleur des pères, mais j'ai pu vous envoyer de l'argent de la Chine. J'ai commandé du matériel pour attirer de la charcuterie de ta mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Papa, tu sais que les saucissons de maman étaient les meilleurs du monde. Ta maman était douée. Une grande commerçante. Mais pourquoi as-tu pris ce risque? Pourquoi? C'était les risques de la vie, papa. Elle allait au marché de Ntoto comme à la fin de chaque mois. Les bêtes qui étaient moins chères qu'à Goma. Et ce matin-là, elle nous a pris tous les deux. Aucun danger ne s'annonçait. Si j'avais été là,
J'aurais su que les autorités avaient planifié cette attaque. Si j'avais été là, j'aurais su que les autorités avaient planifié cette attaque. J'ai longtemps cherché à comprendre, à savoir celui qui avait orchestré le jeu des massacres de Ntoto. Mais je ne le révèle pas. Je continue de vider mon sac. Car cela fait bien longtemps que j'ai fait parler mon cœur. Parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un à qui faire confiance. Personne ne connaît à l'avance le premier jour d'une guerre. L'opération turquoise, créant un couloir de sortie pour l'armée Hutu qui battait en retraite avec un grand nombre de génocidaires, ouvre la voie à 2 millions de Rwandais qui, pour fuir les nouvelles forces Tutsi, quittent leur pays et s'agglutinent dans d'immenses camps de réfugiés au Zaïre. Il y a là ceux qui ont brandi les machettes, les Interamwe, les petites et les grandes mains du génocide, et les lâches qui ont incendié écoles et églises comme autant de bûchers. À Kigali, Paul Kagame sait que l'armée française ne fera rien contre lui. Il regarde ces camps rassemblant des génocidaires juste derrière ses frontières comme une menace. Mais dans l'immédiat, il ne peut rien faire. Car la communauté internationale qui accède enfin à la zone meurtrie voit les choses d'un autre œil. Et les médias occidentaux, arrivés sur place, s'apitoient sur ces réfugiés Hutus menacés des choléra. Et la compassion qu'ils suscitent provoque une arrivée massive d'une aide humanitaire, sitôt distribuée. Elle est récupérée par certains chefs génocidaires qui l'utilisent pour restaurer leur autorité dans les camps, réorganiser leur réseau et persuader les Hutus de retourner au Rwanda armes à la main. Et pour faire face à cette menace, Paul Kagame se concerte avec ses alliés, avec les opposants de Mobutu, avec le Burundais, avec les frères d'armes en Ouganda et des Banyamulenge encore aux Zaïre. Il prépare la riposte. Mais derrière ces discours offensifs se cache un tout autre objectif. Le Zaïre voisin est un trésor de richesse bien mal géré par un maréchal impopulaire et malade. Ces pays dont les riches provinces voisines de Kivu contiennent de quoi booster l'économie de son petit Rwanda fragile et surpeuplé. Et ça tombe bien. Ah oui. Car si Mobutu, à bout de force, a accepté l'opération turquoise, c'est pour montrer à son peuple qu'il avait encore du soutien à l'étranger. Et l'aide des Occidentaux lui apporte de facto quelques années supplémentaires au pouvoir. Entre-temps, à Kigali, Paul Kagame se prépare pour la guerre. Octobre 1996, alors que Mobutu vivote, car il mourra d'un cancer en septembre 1997, l'APR de Kagame progresse et les événements se précipitent au Kivu. Le 6 octobre, l'hôpital de l'Emera est attaqué. Ce succès spectaculaire de la rébellion des Banyamulenge, appuyé par les Rwandais, précipite les opérations et ouvre la voie à un grand mouvement de libération de tous les Zaïre. Washington ne veut pas que l'Afrique de ces camps des réfugiés donne l'occasion d'un nouveau génocide. Alors il prête attention à Kagame, qui prétend avoir la solution pour les vies. La Maison-Blanche donne son feu vert. Reste maintenant à légitimer cette prise de pouvoir en impliquant des personnalités zaïroises. C'est ainsi que le Rwanda va mettre sur pied l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération de tous les Zaïrois. Le Zaïrois Laurent Désiré Kabila, qui a fondé le PRP, le Parti révolutionnaire populaire en 1967 dans le maquis au Kivu, il participe comme figure de proue choisie par les Rwandais. Et d'ailleurs, c'est lui qui va diriger l'Alliance, avec à ses côtés 3 autres rebelles exilés zaïrois. André Nandou Kisase, du MNC-LCNRD, Anselme Massassou, du MRNZ, et Deogatia Bougera, de l'AD. Les 4 participants vont œuvrer ensemble pour chasser Mobutu du pouvoir.
Dans le même temps, le 20 octobre 1996, les camps des réfugiés Hutus dans les régions d'Ouvira et de Bukavu au Zaïre sont encerclés, mitraillés et bombardés par l'APR. Cela provoque un retour massif de Hutus vers le Rwanda. Et certains même qui tentent d'échapper aux attaques des armées rwandaises et burundaises sont abattus comme du gibier. Et selon les principes des vases communicants, d'autres camps gonflent au Rwanda même. Mais s'ils rassemblent toujours les mêmes personnes, les génocidaires, leurs affiliés ou présumés tels, mais des Hutus en immense majorité, on ne parle plus de réfugiés, mais des déplacés. Attention, car cette nuance est très importante. Car autant les réfugiés étaient intouchables, autant l'État rwandais avait désormais le main libre d'exercer un droit de vie ou de mort sur les déplacés qui le laissent. J'entre avec mon père à Bukavu. Notre ville nous accueille avec une réelle effervescence. La population manifeste sa joie d'avoir chassé le dictateur. Quelle victoire! Quelle victoire! La liesse populaire retombe comme un soufflet. Notre évêque, Monseigneur Christophe Mundihirwa, a été assassiné. Le personnage le plus emblématique, symbole même de la résistance. Pourquoi? Comment? Par qui? Mais comment les Tutsis tuent une personnalité locale? C'est mon père qui m'explique leur stratégie. Ils agissent de la sorte pour créer une sorte d'alerte, pour alimenter une sorte de panique dans les territoires à conquérir. C'est leur manière de médiatiser la guerre. Nous cueillons Goma comme un fruit mûr le 3 novembre. Oh! Nous ne rencontrons aucune résistance à Kisangani. Ville, forteresse. Les phases se sont enfouies et la ville s'offre à nous presque sans combat. Nous nous dirigeons vers le 1925. C'était l'ancien hôtel de poste de l'époque coloniale. J'y entre avec une trentaine d'hommes. Nous enfonçons chacune des portes de rez-de-chaussée. Personne. Personne. Quand soudain... une jeune fille, entre 16 ou 17 ans tout au plus. Ce pourrait être Mélanie, ma petite sœur. Voilà ce à quoi je pense immédiatement. Elle est plaquée sur un bureau. Un homme s'est agenouillé sur elle. Il n'a pas de slip. Je m'appelle Albertine. J'ai 15 ans. Tout était confus dans la ville. On ne parlait plus que d'insécurité. Aucun parent ne voulait plus envoyer son enfant à l'école.
matin, la rumeur court. Les soldats de l'AFDEL sont à Bangoka. Le lendemain, les mercenaires serbes arrivent à Kisangani, en provenance de Kinshasa. Le surlendemain, un chef des soldats qui cherchait après moi depuis plusieurs jours est revenu au marché où je vendais du poisson pour ma tante après de longs jours d'absence. J'avais même cru qu'il était allé se battre avec les soldats de l'AFDEL. Alors je décide de fermer et de rentrer à la maison. Juste quand je voulais partir, il tente de m'attraper. Je cours parmi les poissons. Personne ne m'aide. Il me poursuit avec 2 autres phases. J'arrive enfin à quitter les lieux. Devant moi, une jeep avec des soldats blancs. La portière ouverte. Ma grand-mère a toujours parlé du bien des soldats blancs. Alors j'entre dans la jeep. La portière se ferme. Il démarre. Ouf. Je respire. J'ai pris. Le marché s'éloigne de nous. Quand soudain, l'un des soldats blancs touche à mes cuisses. Alors seulement j'ai compris le danger. Je leur demande de me laisser partir. Ils rigolent. Je ne sais même pas s'ils comprennent le français. La jeep s'arrête devant l'hôtel des postes. Je crie. Ils m'entraînent dans un bâtiment. Ils me montrent l'escalier. Ils ouvrent la porte. Et là, je reconnais le chef des soldats. Les Bazungu m'ont amené à lui. Je cours me recroqueviller contre